Monsieur le maire, monsieur le président, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les parlementaires, je voudrais tout d'abord, monsieur le maire de Paimpol, vous remercier de l'hospitalité chaleureuse de cette salle, de cette ville, de ces lieux. C'est pour moi un bon moment que d'être avec vous tous ici à Paimpol à l'occasion de la réunion de votre association. C'est un bon moment pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme le soulignait Olivier dans son propos de bienvenue, j'ai le souvenir d'avoir personnellement participé aux travaux de cette association. Peu de temps, il est vrai, entre 1995 et 2000, alors que j'étais maire d'une petite ville de 18 000 habitants collée à Cherbourg, la commune d'Octeville. Dès mon arrivée dans mes fonctions de maire, j'avais décidé d'adhérer à cette association et j'ai trouvé qu'il y existait un esprit exceptionnel, qui est exceptionnel encore aujourd'hui, si j'en crois les propos qui viennent d'être tenus par votre président, parce que c'est un esprit dépourvu de tout sectarisme. Cette association est un lieu à la porte duquel on laisse ses convictions, non pas en les oubliant, mais en essayant de faire prévaloir toutes les considérations d'intérêt général dans la relation avec le gouvernement lorsque l'essentiel est en jeu. Et puis je me souviens aussi que c'est une association au sein de laquelle il existe un esprit d'amitié, de convivialité, de solidarité dans les épreuves, et qui m'a fait regretter, c'est d'ailleurs le seul regret que j'ai eu au moment où j'ai fusionné ma ville avec la ville de Cherbourg pour entrer dans l'Association des communautés urbaines de France, j'ai regretté d'avoir eu à vous quitter, car dans d'autres associations de plus grande taille, l'esprit est moins sympathique. Et j'ai tendance à considérer que ce qui est petit est sympathique spontanément. Et par conséquent, j'ai eu une certaine tristesse à quitter votre association. J'ai également beaucoup de plaisir à être ici à Paimpol, parce que vous parliez des embruns, vous parliez des parapluies. J'ai cru à un moment que vous alliez faire un hold-up sur la réputation de ma propre ville. J'ai eu beaucoup de plaisir, lorsque j'étais en responsabilité dans la Manche, à voir le projet de venir régulièrement à votre rencontre pour y retrouver un vieil ami qui réside à Paimpol, après avoir résidé à Bréa, qui est Eric Orsena, et qui m'a promis, depuis maintenant plus de 20 ans, une petite croisière en beluga entre le port de Cherbourg et celui de Bréa, le petit port de Bréa. Je n'ai pas encore réalisé l'expérience, je ne l'ai pas tenté aujourd'hui, compte tenu de l'actualité et compte tenu des 2 ou 3 esprits chagrins que j'ai trouvés sur les quais de votre port équipés de moyens bruyants, qui n'étaient pas utiles pour m'impressionner. Et je me suis dit que j'ai bien fait de ne pas venir par la mer, compte tenu notamment de la charge que j'ai sur le métier. Mais je suis surtout venu ici pour vous adresser un message dans un contexte très particulier qui est celui que traverse notre pays. Un message sur 3 sujets simples. Le premier sujet est celui de la République, qui s'est trouvé profondément éprouvé par les événements du début du mois de janvier. Le deuxième message, qui est au cœur des compétences de mon ministère, concerne la sécurité. Vous êtes venu me voir il y a de cela quelques semaines pour m'indiquer la préoccupation des maires des petites villes de voir la sécurité assurée sur leur territoire. Vous m'avez convaincu de la nécessité de tout faire pour qu'il n'y ait pas de sentiment de relégation dans les petites villes au regard des grandes communes ou des grandes métropoles sur la question de la sécurité. Je veux là aussi vous apporter réponse. Enfin, il y a la question évoquée par votre président, Olivier Dussopt, de la réforme de l'État, du sens que nous donnons à la réforme territoriale, et là aussi je voudrais vous adresser quelques mots. J'ai bien compris qu'il y avait d'autres sujets sur lesquels le gouvernement était attendu. La question des dotations aux collectivités locales, la question de l'aménagement du territoire, la question de l'intercommunalité de ces seuils. Je ne pourrai pas aborder tous les sujets, mais ce n'est pas grave puisque la ministre des collectivités locales viendra et qu'il n'y a pas de raison que nous ne nous répartissions pas entre nous toutes les questions complexes que vous avez la gentillesse de nous adresser. Donc je prendrai ma part, elle prendra la sienne, et les questions auxquelles je ne répondrai pas ne sont pas des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse, ce sont des questions qui relèvent de sa compétence et pour lesquelles je lui laisse ce soin de vous répondre. D'abord, je voudrais vous dire quelques mots sur la République.
Pourquoi la République? Parce que nous avons vécu des événements particuliers au début du mois de janvier. Nous ne les avons pas vécus les uns sans les autres. Nous ne les avons pas vécus les uns loin des autres. Nous les avons vécus, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses, au moment où le choc de ces crimes abjects a été imposé au pays. Nous les avons vécus les uns avec les autres, les uns et les autres dans la solidarité. Et ces événements étaient des événements que notre pays n'avait pas connus avec cette dimension de choc depuis de nombreuses décennies. C'est à la République qu'on s'attaquait à ses principes, à ses fondements. Et lorsque je me suis retrouvé au tout début du mois de janvier au siège de Charlie Hebdo, puis à l'épicerie Père Cachère et à Montrouge, où une policière municipale avait été sauvagement abattue, j'ai vu quelle était la puissance de ce choc occasionné par des individus animés par le seul instinct de la haine et qui n'avaient qu'un but: toucher la République à ses fondements, saper nos valeurs, s'en prendre à ce que nous sommes, en s'attaquant à des symboles. Le symbole de Français atteints dans une épicerie parce qu'ils étaient juifs, le symbole de journalistes libres de leurs pensées, impertinents parfois jusqu'à la caricature, c'était le sens de ces meurtres. Et puis ils se sont attaqués aussi, ces individus ivres de violence, à des policiers parce qu'ils portaient l'uniforme et qu'ils incarnaient le droit. J'ai vécu ces événements de près, pour des raisons qui tiennent à la fonction. J'ai vu les scènes d'effroi. J'ai vu dans les yeux de ceux qui étaient rescapés de ces crimes un chagrin, une peine incommensurable, de l'indignation et de la colère. J'ai vu parmi les policiers de mon ministère, qui sont des gens valeureux, qui ont le sens de la République et de l'État. Et je n'ai personnellement jamais été de ceux qui ont théorisé la consubstantialité de la police à la violence. Parce que tous les jours, je vois des policiers victimes de violences. Et tous les jours, je vois des policiers qui exposent leur vie pour assurer celle des autres. Et donc j'ai vu l'indignation, la colère rentrer, et en même temps l'immense dignité de ces policiers qui avaient perdu leurs camarades. Et notamment devant vous, je voudrais rendre hommage à l'un d'entre eux, et en lui rendant hommage, je rends hommage à tous les autres. Je veux parler d'Ahmed Merabé, ce policier français de confession musulmane, attaché à sa fonction de policier autant qu'il était à sa religion, aimant sa religion et ses origines autant qu'il aimait son métier de policier, parce que ce qui transcendait ces deux appartenances, c'était les valeurs de la République, pour lesquelles il portait l'uniforme et pour lesquelles il a perdu sa vie. Et bien dans ces moments-là, après avoir vécu ce choc avec vous tous et avec les Français, ce que j'ai constaté et qui m'a beaucoup rassuré et qui tous les jours me donne de la force dans l'exercice de ma fonction, ce sont deux choses simples. D'abord, la force de tous ces républicains que vous êtes, de ces élus de petites et de grandes villes, qui aiment la République par-dessus tout, qui s'y dévouent avec le sens de l'intérêt général et qui, lorsque la France est frappée, oublient l'endroit d'où ils parlent pour dire « ensemble ». Eh bien, si nous n'avions pas eu cette force, ce maillage de collectivités locales, si nous n'avions pas eu ces élus rassemblés à ce moment-là, la France n'aurait pas été debout, aussi nombreuse, à l'occasion de cette grande manifestation du 11 janvier. Mais par-delà l'émotion et les événements, il y a aussi les valeurs et le devoir que les valeurs nous imposent au quotidien. Vous avez parlé, Monsieur le Président Dussopt, tout à l'heure de la laïcité. La laïcité, c'est une belle valeur. C'est une grande valeur. La laïcité, c'est la possibilité de croire ou de ne pas croire. Et dans la République, dès lors que l'on croit, de faire le choix de sa propre croyance, en étant garanti, dès lors que cette croyance s'exerce dans le respect des valeurs de la République, que la République protégera ceux qui croient en assurant leur liberté de croyance et de conscience. Et si la laïcité, comme d'autres valeurs républicaines, est une valeur qui transcende
les appartenances religieuses ou philosophiques. C'est parce qu'elle est précisément la garantie, cette valeur de laïcité, qu'elle laissera à chacun la possibilité de procéder à ses choix librement et que chacun ne subira aucune violence, aucune pression, aucune forme d'attaque et d'atteinte qui viendront altérer la possibilité de cet exercice libre du culte. Eh bien, il faut que la laïcité, dans un contexte où le pays est traversé par les divisions, par les conflits, par les incompréhensions, soit une valeur que le ministère de l'Intérieur, la République et tous les élus, et notamment les maires, parce que, pour reprendre la célèbre expression de Jules Barny, au moment où on mettait en place les communes en 1884, « Vos petites communes sont de petites républiques dans la grande ». Il faut que la laïcité, nous la portions ensemble. Et il faut surtout, je vous le dis sincèrement, et j'espère ne choquer personne en disant cela, mais nous ne sommes pas dans un exercice convenu. Vous ne faites pas venir le ministre de l'Intérieur ou les ministres du gouvernement pour qu'ils vous disent le contraire de ce qu'ils pensent. D'ailleurs, j'ai compris dans vos interventions que vous ne preniez pas de précautions pour me dire ce que vous-même vous pensiez. Et vous avez raison. La laïcité, ça n'est pas une valeur que l'on détourne du contenu et de l'esprit des textes de 1905 pour la tourner contre une religion. Moi, je serai intransigeant dans ma responsabilité de ministre de l'Intérieur sur le principe de la laïcité. Mais comme je l'ai dit aux représentants de l'islam de France en les recevant avant-hier place Beauvau, pour moi, poser la question des menus de substitution dans les écoles, ce n'est pas la laïcité. C'est une manière de tourner la laïcité contre une religion. Et ça, je pense que dans le contexte que traverse le pays, je vous le dis sincèrement et du fond du cœur, il ne faut pas le faire. De la même manière que je pense qu'il ne faut pas non plus, lorsqu'il s'agit de la question de la laïcité, interdire des espaces publics, que la loi ne nous autorise pas à interdire à des femmes qui portent le voile, parce que la laïcité non plus, ce n'est pas cela. Je serai sans concession dans ma responsabilité de ministre de l'Intérieur sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur le respect des valeurs de la République, sur le refus de la violence, sur le refus de toutes les formes de radicalité qui peuvent s'emparer de certains esprits vulnérables et miner la République de l'intérieur. Mais si nous voulons être forts dans la laïcité, dans la République, faisons de la laïcité une valeur à laquelle on doit se conformer absolument et qui protège chacun et qu'on s'interdit de tourner contre certains en particulier, sauf à prendre le risque de diviser la République davantage. Il y a une autre notion dont je voudrais dire un mot. Elle est cardinale pour le ministère où j'exerce ma responsabilité. C'est la notion de respect. Nous sommes quelques-uns à siéger ou à avoir siégé à l'Assemblée nationale ou à nous y retrouver de toute sensibilité, ou au Sénat. Et quand nous nous retrouvons sur les bancs de ce grand hémicycle où siègent toutes les sensibilités politiques, il m'arrive de voir, à l'occasion des questions au gouvernement, des ministres s'agacer des questions posées par l'opposition s'agacer de propos tenus par la majorité, et l'opposition parfois pousser le bouchon très loin de manière à dynamiser le débat, je parle par euphémisme. Et parfois il y a des propos qui atteignent, des propos qui blessent, des procès d'intention que l'on fait. Mais s'il n'y a pas de respect entre ceux qui incarnent la responsabilité publique et qui portent une parole publique, comment voulez-vous qu'il y ait dans la société, dans nos villes, où il y a des citoyens parfois perdus, du respect à l'égard des forces de l'ordre, du respect à l'égard de ceux qui exercent la responsabilité publique? Et je le dis devant tous les collègues parlementaires qui sont là, de Corinne Herel à Franck Riester, que seraient les questions au gouvernement si, dans le silence, les uns et les autres s'écoutaient en se respectant? Eh bien, elle serait un grand exercice de responsabilité politique qui rassemblerait les citoyens autour de la République plutôt qu'elle ne contribuerait à les en éloigner davantage. Le respect que l'on doit à ceux qui exercent la responsabilité publique, le respect de ceux qui exercent la responsabilité publique doivent aux citoyens, le respect des forces de l'ordre à l'égard des citoyens de France, le respect des citoyens de France à l'égard de ceux qui exposent leur vie pour sauver celle des autres, le respect à l'égard de l'instituteur, du hussard noir de la République qui suppose aussi le respect de l'élève, le respect
valeur cardinale de la République et dont nous avons tant besoin dans une République dont on voit qu'elle est lézardée par des divisions inutiles qui affaiblissent notre pays au moment où nous avons besoin de lui donner de la force et qui sont comme un abaissement de la parole politique à un moment où il serait nécessaire de tout faire, chacun qui portons une parole publique, pour l'élever davantage en faisant en sorte que la République et ses valeurs retrouvent ses droits. Donc, je suis venu vous parler de République parce que tous les jours, dans la responsabilité qui est la mienne, je vois des éléments qui me sont communiqués, qui me disent que le rassemblement, l'apaisement, la convocation des valeurs qui ont donné à notre pays une force séculaire est plus que jamais nécessaire. Je suis venu vous parler aussi de sécurité. La sécurité ne se fait pas sans moyens. Et si je suis venu vous parler de sécurité, c'est parce que je suis particulièrement bien placé pour savoir que notre pays demeure confronté à un très haut niveau de menaces terroristes. Je ne cesse de le dire, non pas pour faire peur, non pas pour justifier des moyens supplémentaires que je sollicite et que j'obtiens, non pas pour justifier du contenu d'un certain nombre de textes de loi qui peuvent faire débat, mais tout simplement parce que lorsqu'on est confronté à un tel niveau de menace, ne pas le dire simplement aux Français, pour que nous soyons collectivement engagés dans la sécurité de notre pays ne serait pas responsable. Il y a un haut niveau de menace, en France, en Europe et par-delà nos frontières. Et nous devons tout faire pour qu'en tout point du territoire, la sécurité des Français soit assurée. Je parlais de la menace terroriste, elle n'est pas la seule. Il y a les risques migratoires qui posent des problèmes humanitaires, mais aussi des problèmes de sécurité auxquels il nous faut faire face ensemble. Il y a la question d'un certain nombre de quartiers sensibles qui ne sont pas simplement les quartiers sensibles des grandes villes, qui peuvent être des abcès de fixation dans un certain nombre de petites villes, ou même des abcès de fixation en milieu rural. Il y a d'autres sujets qui sont ceux des trafics organisés, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de la traite des êtres humains, qui peuvent occasionner des problèmes considérables. Face à ces enjeux, la doctrine est simple et elle concerne aussi vos villes. Et je suis venu ici pour me mettre à la disposition de chacune et chacun d'entre vous qui souhaitez pouvoir m'accueillir dans vos communes ou rencontrer mon cabinet pour traiter des questions de sécurité sur le territoire national. D'abord, les moyens. Notre pays a perdu, dans une période récente, bien que passée, près de 13 000 emplois dans les forces de sécurité, 6 000 dans la gendarmerie et 7 000 dans la police nationale. Face au niveau de risque auquel nous sommes confrontés, ces pertes d'emplois ont bien entendu une conséquence quant à la manière dont nous organisons nos forces de sécurité pour assurer la tranquillité publique et la lutte contre toutes les organisations du crime dont je viens de parler. Il a été décidé d'augmenter de 500 emplois par an les emplois dans les forces de sécurité, la police et la gendarmerie. Cela suffit-il pour corriger les effets des pertes d'emplois significatives dont je viens de parler? Sans doute non. Faut-il parler tous les jours des pertes d'emplois passées pour justifier des difficultés auxquelles nous sommes confrontés? Je pourrais le faire, je pourrais même être tenté de le faire, compte tenu du fait que ceux qui ont parfois contribué à diminuer beaucoup ces postes me reprochent de ne pas les augmenter assez aujourd'hui et m'expliquent comment il faudrait faire. J'en accepte volontiers le principe, même si ça peut lasser un peu. Mais je ne vais pas m'en tenir à cela, il faut des postes, il en faut plus. Et c'est la raison pour laquelle, après les événements du mois de janvier, nous avons décidé d'en créer 1500 de plus, pour faire face notamment aux risques terroristes, au renforcement du renseignement territorial, à la sécurité publique dans les quartiers. 1500 en plus des 500 créés par an, dans le domaine du renseignement territorial, 500, dans le domaine de la sécurité intérieure, 500, le reste se répartissant entre la police judiciaire et les forces de sécurité publique qui ont besoin, elles aussi, d'être armées. Ce sont 233 millions d'euros sur 3 ans qui vont permettre de numériser, d'armer davantage, de mettre des véhicules à disposition des forces de sécurité dans vos villes. Mais j'ai bien conscience que si nous ne parvenons pas à répartir correctement ces forces,
vos villes pourront avoir le sentiment de la relégation. Je veux donc prendre un engagement très ferme et très clair devant vous, celui d'assurer la répartition des forces de sécurité publique sur l'ensemble du territoire national, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de zone de redélégation. Il n'y aura pas de redéploiement police-gendarmerie sans une relation étroite avec les élus concernés, parlementaires et maires, de manière à ce que vous y soyez associés. Je souhaite qu'en matière d'armement des polices municipales, vous puissiez garder la liberté de décision, puisque cela est conforme à la libre administration des collectivités locales et que l'Association des maires de France n'a pas souhaité que l'on change la loi, mais je veux aussi que vous ayez les moyens. Donc, près de 4000 armes sont mises à la disposition des maires qui souhaiteraient armer leur police municipale. Des gilets pare-balles sont financés par le ministère de l'Intérieur. Des dispositifs de vidéosurveillance sont susceptibles d'être financés jusqu'à 40% dans le cadre d'une enveloppe du Fonds interministériel de prévention de la délinquance qui a été augmentée de 20 millions par an pour accompagner davantage vos communes afin de leur permettre d'assurer la sécurité. Enfin, il y a la question des zones de sécurité prioritaires, dont vous me dites beaucoup qu'elles ne concernent que les grandes villes, mais pas suffisamment vos quartiers. Je suis prêt, non pas à mettre des zones de sécurité prioritaires partout, cela n'aurait pas de sens, mais à généraliser dans tous les quartiers la méthode des ZSP de manière à ce que collectivités, services de justice, services de police, associations de prévention travaillent ensemble et que les résultats que nous obtenons au plan national en termes de statistiques de la délinquance soient encore améliorés, puisque nous avons une diminution très nette des atteintes aux biens, une diminution des violences crapuleuses, une diminution très significative au plan national des cambriolages et que je souhaite que ces résultats soient confortés. Le troisième sujet dont je voudrais vous dire un mot, c'est la réforme territoriale et la réforme de l'État. Je ne vais pas refaire tout ce que Marie-Élise Lebranchu vous dira lorsqu'elle viendra, mais je m'en tiendrai à un point qui est la réforme de l'État. Nous avons voulu des grandes métropoles, nous avons voulu de grandes régions, nous avons voulu des intercommunalités plus puissantes. Il faut par conséquent qu'il y ait un État de proximité. Ça veut dire quoi, un État de proximité? Ça veut dire davantage de services publics de l'État dans les départements et au plus près de vos villes. Comment le faire? Il y a eu là encore des effets de la révision générale des politiques publiques qui a conduit à la suppression d'à peu près 3200 emplois dans les préfectures et les sous-préfectures. 3200 emplois, dès lors qu'il y a à peu près 250 emplois par préfecture, ça correspond à une diminution d'à peu près, à une fermeture d'à peu près 13 préfectures. Ces diminutions d'emplois ont-elles cessé depuis que ce gouvernement est arrivé en situation de responsabilité? Non. Ce serait un mensonge que de le dire, et il ne faut pas traiter de ces questions en évoquant là aussi ce qui s'est passé et en laissant entendre que depuis tout a été inversé. Ce n'est pas vrai. Nous avons supprimé en 2013 600 emplois dans les préfectures et sous-préfectures. L'an dernier, j'ai souhaité qu'il n'en soit pas supprimé plus que ce que nous pouvions documenter par l'effet des mutualisations. Nous n'en avons supprimé que 200. Cette année, je souhaite obtenir le même arbitrage et j'engage une réforme structurelle de l'administration de l'État. Cette réforme structurelle de l'administration de l'État, elle repose sur 3 principes. La revue des missions, qui distingue ce qui relève de l'administration de l'État de ce qui relève de l'administration déconcentrée de l'État, pour transférer des missions de l'administration centrale vers l'administration déconcentrée. Deuxièmement, nous déconcentrons. La charte de la déconcentration a été adoptée en Conseil des ministres. C'est quoi la déconcentration? C'est plus de pouvoir donné au préfet en termes interministériels dans la gestion des ressources humaines et la gestion des budgets pour qu'il y ait des préfets forts en face de collectivités locales plus puissantes. Et troisièmement, j'arrête avec la logique du rabot. S'il faut rendre des postes pour des raisons budgétaires qui tiennent à l'état de nos comptes, ce qui est une contrainte à laquelle tous les gouvernements seront confrontés dans les années qui viennent, et ceux qui disent le contraire vous mentent, alors il faut faire des réformes structurelles. Il faut arrêter de raboter les emplois publics au plan local avec une aporie de l'administration territoriale qui vous empêche d'avoir des interlocuteurs. C'est la raison pour laquelle j'ai présenté au syndicat la semaine dernière de mon ministère une réforme qui consiste à mettre en place une plateforme nationale de traitement des titres, passeports, cartes d'identité, cartes grises, qui permettra de gagner 2000 emplois équivalents temps plein par un simple effet de rationalisation. Et comme on me demande d'en rendre moins que 2000, c'est-à-dire 1300,
J'utiliserai le solde entre ce que permet la réforme et ce que l'on me demande de rendre pour remettre des emplois de proximité dans l'administration territoriale, dans les départements. Et je conduirai cette réforme avec 2 objectifs. Revoir la carte des sous-préfectures et des maisons de l'État, non pas pour fermer des sous-préfectures, mais pour fermer des sous-préfectures à certains endroits où la démographie ne justifie pas qu'on en maintienne, en ouvrir d'autres où il devrait y en avoir et où il n'y en a pas alors que la démographie justifierait qu'on en ouvre, en ouvrant des maisons de l'État en très étroite liaison avec vous, là où il y a des collectivités locales qui veulent travailler de façon plus étroite avec les sous-préfectures pour développer des projets communs, et en mettant en place des équipes d'ingénierie territoriale à disposition des petites communes et du milieu rural, de manière à ce que les maires des petites villes et des communes rurales qui ont des projets puissent avoir des équipes d'ingénierie territoriale mobiles à leur disposition pour les conduire. Et comme la réforme régionale va conduire à la diminution des effectifs des SGAR, puisqu'il n'y aura plus qu'un SGAR là où il y en avait 2 ou 3, j'utiliserai les compétences des SGAR, qui sont des compétences hautement techniques, en matière d'allocation des fonds européens, de construction de projets, pour constituer ces équipes mobiles qui seront à la disposition des maires des petites villes pour capter les projets européens, pour aller au bout de leur programme, pour tenter de surmonter les obstacles administratifs auxquels ils sont confrontés et qui les empêchent de conduire leurs projets. Parce qu'il faut faire la démonstration. Et quels que soient les gouvernements qui dirigeront le pays, cette démonstration sera utile, que réforme ne veut pas nécessairement dire recul, que réforme peut vouloir dire modernisation, que réforme, dès lors qu'on mutualise et qu'on gagne des emplois intelligemment, peut vouloir dire davantage d'emplois de proximité, dès lors qu'on met l'imagination au service de la réforme, et tout cela peut être démontré à condition que nous soyons désireux de faire du jus de crâne plutôt que de la lamentation, du redéploiement et de la mutualisation plutôt que du rabot, et du compromis plutôt que du conflit lorsque les questions d'intérêt général sont en cause. Voilà la méthode pragmatique qui inspire la réforme telle que le ministère de l'Intérieur l'a conduit, et je souhaiterais vraiment pouvoir disposer de la disponibilité de votre association pour venir davantage au contact de vos petites communes. Je l'ai fait dans le département de l'Ardèche, mais je suis prêt à le faire dans d'autres départements pour venir à votre rencontre et vous aider à mettre en œuvre vos projets. Je voudrais conclure ce propos, puisque je dois aller au Sénat répondre aux questions au gouvernement à 15h et je ne peux pas m'attarder trop, en vous disant l'intérêt, encore une fois, ça correspond à ma conviction, de garder nos convictions. Parce que la démocratie est plus belle lorsqu'elle est plurielle et lorsque le débat existe. Mais je voudrais vous dire en même temps la nécessité, dans la situation particulière que connaît le pays, de ne pas perdre 2 repères. Celui du sens de l'intérêt général, qui doit pouvoir nous hisser par le haut plutôt que de nous laisser nous enliser dans des petites divisions qui ne sont pas à la hauteur des enjeux lorsque la situation est grave. Et puis deuxièmement, de n'avoir qu'une boussole, qui est une belle boussole, qui est aussi celle de l'intérêt général, c'est celle du sens de l'État. Le sens de l'État, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est l'idée d'abord que ce que nous sommes dans nos responsabilités est moins important que ce que nous faisons. Quand je rentre au ministère de l'Intérieur et que je vois la galerie de portraits dans toutes les pièces de ceux qui m'ont précédé, dont on a oublié le nom, je me dis que la lucidité devrait conduire chacun d'entre nous à comprendre que l'acte qu'il pose est plus important que les plaisirs narcissiques de la fonction politique. Et si nous parvenons à faire en sorte collectivement, dans un contexte particulier, que la boussole soit le sens de l'État, c'est-à-dire la volonté de bien faire, la volonté de faire prévaloir les considérations d'intérêt général, la volonté aussi de s'effacer devant la fonction et les exigences du temps, alors nous aurons été utiles à la République. Et vous aurez remarqué que dans les périodes les plus difficiles, être utile à la République, ce n'est pas nécessairement faire des choses spectaculaires, c'est faire les petites choses utiles qui permettent à la République de rester debout et d'être plus forte d'elle-même. À vous tous et à vous toutes, bonne réunion, bon congrès. Soyez fiers de la fonction magnifique que vous accomplissez et que vous exercez comme maire
de petites communes de France. Vous êtes la pierre angulaire de la République. La République, dans le contexte qu'elle vit, a besoin de vous. Vive les maires des petites communes de France, vive la République et vive la France.